Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, ce fut un immense plaisir de vous présenter cette nouvelle émission intitulée Réussir son bac. Et pour ce premier numéro, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir M. Mamadou Bouri Sène. Bouri, bonjour. Oui, bonjour, cher Tidiane. Comment vous allez? Oui, ça va, alhamdoulilah, je vais très bien. Alhamdoulilah. Mamadou Bouri Sène qui est étudiant en M1 en philosophie. Mamadou Bouri également qui est membre, bien entendu, de la Jeunesse Consciente en partenariat avec la scène Xewelgui TV, vous présente ceci. Aujourd'hui, Bouri, nous allons parler de la philosophie, bien entendu, dans le domaine 2 et particulièrement la nature et la culture, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers amis internautes. Je remercie également, avant tout d'abord, l'initiative qui a été posée par la Jeunesse Consciente, donc en partenariat avec la chaîne Xewelgui TV. Aujourd'hui, nous allons parler de philosophie, mais bien entendu que la philosophie, c'est un champ très vaste et que le programme en terminale est composé de 4 domaines. Et que nous, aujourd'hui, nous allons maintenant parler du domaine de la vie sociale, mais particulièrement de ce chapitre-là intitulé Nature et culture. Tout à fait, de la nature et la culture, intitulé, voilà, bien entendu, le cours de notre jour. À mes élèves qui vous êtes en train d'écouter, restez connectés et abonnez-vous sur la chaîne YouTube Xewelgui TV. Mamadou Bouri, vous avez parlé de nature et de culture, deux vocables. Qu'en est-il, bien entendu, de l'élucidation conceptuelle? Voilà, merci Serge. Donc avant tout également, je tenais à préciser une chose, que ce cours-là, ce n'est pas pour nous, donc nous n'avons pas la prétention d'enseigner, parce que vous savez que le philosophe lui-même, il n'enseigne pas, parce qu'il ne sait pas, comme le dit Vladimir Grigoriev. C'est-à-dire ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est de partager avec les élèves ce que nous prétendons savoir, ou bien ce que nous croyons savoir. Et à partir de là, on a choisi maintenant de parler du domaine 2 et du chapitre nature et culture. Comme vous l'avez dit, en philosophie, tout est question de définition. C'est-à-dire, on ne peut pas en quelque sorte entamer quelque chose si au préalable, on ne met pas au point ce que ce concept-là regorge. Et nature signifie tout simplement, parce que quand on parle de nature et culture, certainement, c'est de leur rapport qu'il sera question. Mais d'abord, il se doit des concepts. Qu'est-ce que la nature? La nature peut signifier l'environnement. Oui. Et quand on parle de l'environnement, c'est-à-dire le milieu physique, c'est-à-dire ce qui est externe. Parce que le milieu physique, c'est ce que l'on trouve maintenant sur place. Mais aussi, la nature peut renvoyer également à des traits héréditaires, à des traits biologiques. Et à partir de là, on peut à partir de là parler de nature interne. Et donc, nature peut être résumée comme suit. Il y a nature interne et nature externe. Oui. Mais vous savez qu'en philosophie, quand nous rapportons le concept en philosophie et nous voulons lui attribuer un sens purement philosophique, il faudrait simplement dire ici, il ne sera plus question maintenant d'étudier la nature en tant qu'environnement ou bien en tant que milieu physique, mais nature en tant qu'essence, c'est-à-dire en tant qu'une nature humaine. C'est-à-dire essence ici est à entendre comme, vous pouvez le constater, comme ce qui fait une chose ce qu'elle est, maintenant indépendamment de ses caractères accidentels et historiques. Maintenant, quand on dit ce qui fait une chose ce qu'elle est, c'est-à-dire ce sans quoi la chose ne serait pas. Et à partir de là maintenant, on se pose la question, quelle est cette essence chez l'homme? Est-ce que chez l'homme, on peut parler d'une nature humaine? Et de là, il va naître un débat, un débat philosophique d'ailleurs, oui. Parce qu'il y aura certains qui vont dire que oui, il existe une nature humaine, c'est-à-dire il existe une essence qui pourrait définir l'homme partout et toujours. Et en ce sens, je vais simplement emprunter le pas à Descartes. Parce que Descartes, lui, il soutient une idée selon laquelle il existe une nature humaine. C'est-à-dire qu'il existe une essence qui pourrait faire l'homme. Et Descartes va dire tout simplement que cette essence n'est rien d'autre que la raison. Oui. Descartes, lui, il va considérer la raison comme l'essence de l'homme, comme l'essence humaine, comme la nature humaine. Le cartésisme. Oui, Descartes, oui, le cartésien, parce que Descartes, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire tout simplement que pourquoi la raison serait maintenant ce trait spécifiquement humain? Parce qu'il dit le bon sens est la source du monde, donc la mieux partagée. Et par bon sens, Descartes entend la raison. Descartes maintenant part de ce que l'on appelle l'universalité de la raison, parce que dès qu'il dit que le bon sens est la source du monde, donc la mieux partagée, cela veut dire tout simplement que tu sois africain ou américain, que tu sois asiatique ou européen, il suffit d'être homme pour posséder la raison. Et à partir de là maintenant, ce qui définit l'homme, c'est la raison, ce qui fait l'homme, c'est la raison. Et Aristote, en même temps, lui aussi, il va dire
ou bien il va aborder dans le même sens. Parce qu'il va dire quoi? Aristote, lui, il va définir l'homme comme étant un être raisonnable. Et dire que l'homme est un être raisonnable, c'est dire que l'homme est un être de raison. C'est dire également qu'on pourrait spécifier l'homme par la raison. Mais vous savez qu'en philosophie, et ça, les élèves, tenez-vous bien, parce que vous ne pouvez pas, je dis bien, avoir un sujet de philosophie où il n'y aurait pas lieu de faire une controverse et de faire une antithèse. Oui. C'est-à-dire un sujet à orientation dialectique. Et là maintenant, si pour Descartes ou encore pour Aristote, il pourrait exister une nature humaine. Autrement dit, une essence qui pourrait définir l'homme partout et toujours, il faudrait signaler que cette idée-là ne résiste pas forcément au doute. Cette idée-là ne résiste pas au doute parce qu'il y aura d'autres penseurs pour qui également on ne pourrait pas dire qu'il existe une nature humaine. Oui. Autrement dit, on ne pourrait pas dire qu'il existe un élément qui pourrait définir l'homme à l'avance. C'est-à-dire, avant même que l'homme puisse maintenant intégrer le milieu social, dire que maintenant l'homme, c'est ça qui définit l'homme, c'est comme qui dirait que l'homme est défini, c'est comme qui dirait que l'homme est complet. Or, si nous tenons maintenant à Jean-Paul Sartre, qui disait tout simplement dans l'existentialisme et le humanisme, il disait que l'homme n'est pas, il a à être et il sera ce qu'il se fera. Il dit l'homme n'est pas, il a à être et maintenant il sera ce qu'il se fera. Autrement dit, il ne pourrait pas y avoir une essence ou encore un élément qui pourrait définir l'homme à l'avance ou bien qui pourrait le définir partout et toujours. Maintenant, le devenir humain, c'est dans l'humanité de l'homme, c'est dans un devenir. Mais oui, ça poserait bien entendu le débat, la question de la culture, c'est plus cette dualité-là entre nature et culture, n'est-ce pas? Effectivement, parce que si nous suivons toujours Jean-Paul Sartre, lui qui dit que l'homme n'est pas, il a à être et il sera ce qu'il se fera, ce que l'homme sera, il le sera dans et par la société. Et dès l'instant maintenant qu'on parle de société, là on parle de culture. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, au lieu de voir l'homme comme étant naturel, il faudrait aussi s'intéresser à l'homme en tant qu'être de culture. Et de là, maintenant, il faudrait définir la culture. Si maintenant, par nature, on peut l'entendre comme étant l'inné, c'est-à-dire la nature interne, ou encore ce que l'homme trouve sur place, la nature externe, par culture, il faudrait entendre tout simplement l'acquis. L'artificiel. L'acquis ou l'artificiel. Ce que, par exemple, l'homme acquiert donc, dans la société, ou ce que maintenant l'homme lui-même construit. C'est donc maintenant ce que l'homme transforme. Parce que l'homme, laissé à la nature, l'homme doit maintenant agir sur cette nature. L'homme doit transformer maintenant la nature. Et de là maintenant naîtra maintenant la culture. Oui. C'est ça en réalité. Et que, regardez, la culture aussi est importante. D'ailleurs même, il y aura des penseurs qui vont dire que c'est la culture qui fait l'homme. Oui. Et là, je vous renvoie donc à cette thèse de Lucien Marson. Une autre question philosophique, bien entendu. Oui. Voilà, là je vous renvoie à Lucien Marson parce que Lucien Marson, lui, il considère que c'est la culture qui définit l'homme et non pas chez Descartes pour dire qu'il a une nature humaine. Parce que Marson nous dit quoi? Il dit dans l'expérience des enfants sauvages, il dit que ces enfants-là qui ont été donc recueillis et en même temps donc élevés par des loups, il dit que ces enfants, à un moment donné, on ne pouvait pas les distinguer des animaux parce qu'ils agissaient comme des loups. Oui. Mais il a fallu maintenant que ces enfants intègrent le milieu social et maintenant par le biais de la culture qu'ils commencent maintenant à développer leurs facultés humaines. Et donc cela signifie tout simplement que la culture aussi serait ce qui fait l'homme. Et à partir de là, au lieu de considérer l'homme comme étant que nature ou en autre, il faut aussi lui considérer comme étant un être de culture. Et à ce point de vue-là, bien entendu, il y aurait bien entendu un rapport, ou bien des rapports entre nature et culture. Quels sont ces rapports-là? Effectivement, chers élèves, là je profite de cette occasion pour vous dire que tenez-vous encore bien et je pense que vous nous suivez jusque-là. Quand on parle de rapport entre nature et culture, c'est parce que tout simplement, puisque ces deux concepts et que ces deux concepts ont été reliés par la conjonction de coordination et forcément à partir de là, nous devons revoir quel rapport pourrait-il exister entre nature et culture. Oui. Autrement dit, ce qu'il faudrait comprendre, est-ce que c'est la nature qui vient avant ou encore nature et culture viennent-elles en même temps? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler ou bien est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'abord la nature et ensuite la culture. Et à partir de là, il y a une thèse qui est défendue par ce qu'on appelle les contractualistes ou encore les théoriciens du contrat ou tout simplement les philosophes de la nature, à l'image de Hobbes ou de Jean-Jacques Rousseau. Parce que si nous en tenons à Hobbes ou encore à Rousseau, ils disent tout simplement que l'homme aurait vécu dans un état de nature avant d'intégrer l'état social. Et ici,
je précise ces élèves que l'état de nature, ici, le E n'est pas à écrire avec E majuscule, mais c'est E minuscule pour dire état comme situation. État comme situation, voilà. C'est ça en quelque sorte. Et différent d'État comme démocratie avec un grand E. République, gouvernement, ce n'est pas cela. Mais qu'est-ce que maintenant Rousseau ou encore Hobbes vont nous dire d'après cet état de nature? Rousseau, ou bien commençons par Hobbes, Hobbes nous dit l'homme aurait vécu dans l'état de nature. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans l'état de nature, les hommes donc vivaient et dans leur vie là, il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de sécurité, parce que dans cet état de nature, ce qui régnait c'est quoi? C'est l'état du plus fort. Oui. C'est la loi du plus fort. Et que chacun se disait tout simplement que ma liberté s'arrête là où s'arrêtent mes forces. Et à partir de là, si ma liberté s'arrête là où s'arrêtent mes forces, je pourrais maintenant écraser le plus faible. Et quand on parle de loi du plus fort, cela veut dire tout simplement que le plus fort peut exploiter le plus faible. Et à partir de là, il y aura des guerres, il y aura des oppositions, il y aura des conflits, mais Hobbes nous dit que cela est dû à la méchanceté humaine. Parce qu'il dit l'homme est naturellement méchant. D'où sa formule homo homini lupus, autrement dit, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire l'homme est un loup pour son prochain, et à partir de là, il y aura une guerre de tous contre tous, de chacun contre chacun. Mais Hobbes nous dit, pour sortir maintenant de cette situation, pour sortir de cet état de nature, il faudrait que les contractants s'organisent autour d'un pacte social. Et dans ce pacte social-là, puisque à l'état de nature, chacun se disait que ma liberté s'arrête là où s'arrêtent mes forces, chacun maintenant va renoncer au gouvernement de soi. Chacun va renoncer au gouvernement de soi. Et en renonçant maintenant au gouvernement de soi, on doit maintenant conférer les lois, on doit maintenant conférer maintenant le gouvernement à quelqu'un, et c'est quelqu'un-là que Hobbes appelle le Léviathan. Et maintenant, on va conférer tous les droits à ce Léviathan-là, et maintenant, c'est ce Léviathan-là qui va administrer maintenant la cité, et laquelle cité maintenant sera accompagnée par des normes et par des lois. Et en ce sens-là, les hommes maintenant, c'est en ce sens maintenant, je dis, que la société trouve jour, ou maintenant que la culture voit la naissance. Et pour Jean-Jacques Rousseau? Donc pour Jean-Jacques Rousseau, effectivement, lui aussi, les hommes auraient vécu dans un état de nature, parce qu'il défend la même thèse que Hobbes, mais seulement que lui, il ne va pas donc, il n'a pas la même idée que Hobbes, parce que Hobbes, lui, il pense que l'homme est naturellement méchant. Oui. Or, Jean-Jacques Rousseau, lui, il dit que l'homme est naturellement bon. C'est-à-dire, Rousseau dit que l'homme est d'une bonté naturelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Rousseau nous dit à la nature, l'homme vivait seul, et que l'homme était maintenant isolé. Et que quand l'homme était isolé, l'homme n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Parce qu'il dit que la nature était là. Et la nature était tellement généreuse au point qu'elle pourvoyait à l'homme tout ce dont il avait besoin. Et à partir de là, Rousseau dit, il y aura un moment où il y a des catastrophes, des calamités naturelles, des hivers rudes, des sécheresses. Et il dit, à partir de là, maintenant, les hommes vont se déplacer pour voir où se réfugier. Et c'est dans maintenant cette logique-là que les hommes maintenant vont se rencontrer. Et maintenant, de ces rencontres-là, on va voir quoi? Ou bien, excusez-moi, de cette rencontre, oui. On va voir quoi? Que les hommes, puisqu'ils n'avaient pas l'habitude, chaque homme n'avait pas l'habitude de voir l'autre, et de là maintenant chaque homme est mu par des pensants, chaque homme est mu par des désirs, et que de là l'égoïsme, les hommes vont entrer en des conflits. Les hommes maintenant vont commencer à s'opposer les uns les autres. C'est pourquoi Rousseau dit l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Si l'homme est méchant, ce n'est pas parce qu'il naît avec cette méchanceté, mais c'est parce qu'il a intégré le milieu social. Maintenant Rousseau nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir l'homme de cette situation? Il dit qu'il faudrait s'organiser autour de ce qu'on appelle le contrat social. Du contrat social. Et c'est pourquoi même Rousseau, lui, il va écrire du contrat social, tout comme Hobbes aura à écrire ce qu'on appelle le Léviathan. Et Rousseau nous dit, ce contrat-là va permettre ou va garantir la liberté de tous et de chacun, va permettre une stabilité sociale parce qu'il y aura des normes, parce qu'il y aura des lois, et ces lois-là seront maintenant établies par la société, par le peuple. C'est pourquoi il va dire, dans cet état, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc, suivant Hobbes et Rousseau, c'est la nature qui vient avant la culture. L'antériorité. Voilà, il y a donc une antériorité de la nature sur la culture. Voilà, donc comme on venait de le dire tantôt, si maintenant nous partons de Hobbes ou encore de Rousseau pour dire que la nature vient avant la culture, l'antériorité, effectivement, c'est-à-dire de poser maintenant l'antériorité de la nature sur la culture, on doit aussi voir est-ce que maintenant l'homme ne serait pas un être à la fois naturel et culturel.
Parce que tout ce qu'on dit en philosophie est rapporté à l'homme. Parce que la question philosophique par excellence, c'est la question qu'est-ce que l'homme, nous dit donc Emmanuel Kant. Maintenant, de là, si maintenant c'est avec Rousseau et Hobbes qu'on a montré que oui, nature vient avant la culture, il faudrait voir quelque chose. C'est quoi? C'est qu'il serait très difficile donc de voir chez l'homme un acte qui serait spécifiquement naturel ou spécifiquement culturel. C'est-à-dire un acte qui relèverait exclusivement ou entièrement de la nature, ou bien un autre acte qui relèverait maintenant entièrement de la culture. À partir de là maintenant, on pose un problème. Lequel problème? C'est quoi? C'est que maintenant l'homme serait à la fois un être nature et un être de culture. C'est-à-dire que l'homme est un bioculturel. Et maintenant, cette bioculturalité-là est expliquée par Edgar Morin. Parce que lui, il défend l'idée selon laquelle l'homme est une symbiose. Une symbiose de nature et de culture. Autrement dit, il dit que dans tout acte humain, il y a à la fois du naturel et du culturel. C'est pourquoi il définit l'homme comme étant un être bioculturel. Et pour voir cela, c'est très simple. Je vous donne les élèves un exemple très banal. L'exemple suivant, c'est quoi? C'est tout simplement, prenez l'exemple de manger. Manger relève de la nature, parce que c'est naturel. Tout le monde mange. Mais on ne mange pas de la même manière. Dans toute société, il y a une façon de manger. Si par exemple, nous, en tant que société sénégalaise, nous mangeons avec les mains, d'autres par contre vont manger avec les cuillères, d'autres avec les baguettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout à fait. Cela veut dire donc dans l'acte de manger, il y a du naturel et du culturel. Et de là maintenant, nous pouvons comprendre l'affirmation de Edgar. Cette symbiose. Cette symbiose-là qui existe entre la nature et la culture. Et à partir de là, au lieu maintenant de dire que l'homme est naturel ou l'homme est culturel, il faudrait dire que l'homme est naturellement culturel et culturellement naturel. Et ça poserait bien entendu cette question-là. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez toujours l'émission Réussir son bac que j'ai proposé, bien entendu, la thème Jeunesse Consciente en partenariat avec Rewelgui TV. On est là, on parle aujourd'hui avec M. Mamadou Bouissène, philosophe, notre philosophe maison. M. Sen, j'ai envie de vous poser une autre question, c'est-à-dire la diversité qu'il y aurait à avoir, bien entendu, avec la culture. Quelle est cette diversité-là? Voilà, maintenant, si nous partons de l'idée que maintenant, chaque société a sa culture, c'est-à-dire que chaque société a une culture qui lui serait propre, à partir de là, on va voir que autant de sociétés, autant de cultures. Et quand on dit autant de sociétés, autant de cultures, ça dit plus qu'il y a de sociétés, plus qu'il y a de cultures. Et à partir de là, on va assister à ce qu'on appelle la diversité culturelle. Mais notre problème, c'est de savoir, cette diversité culturelle-là poserait-il problème? Oui. Maintenant, cette diversité culturelle poserait problème. Si par exemple, chaque culture considère, ou bien chaque société considère sa culture comme étant la meilleure que celle des autres. C'est-à-dire que chaque société se tient tout simplement à ramener sa culture au centre des autres cultures. Et de dire que maintenant sa culture serait le référent. Toute société qui n'a pas sa culture, ou bien toute société qui ne se réfère pas à sa culture, serait dit acculturel ou bien sans culture. Et de là, on va parler d'un concept ethnocentrisme. Oui. Parce que ethnocentrisme, c'est quoi? C'est le fait maintenant de ramener sa culture au centre. C'est le fait maintenant de nier la culture des autres. Oui. Parce que quand tu considères ta culture comme étant meilleure, ou bien quand tu considères ta culture comme étant la seule culture au monde, c'est comme qui nierait maintenant les autres cultures. Et à partir de là, il y aura maintenant un conflit culturel, parce que l'autre ne va pas se sentir. Maintenant, si au lieu de considérer cette culture, ou bien au lieu de voir cette façon de voir la culture, si maintenant chaque culture, ou bien chaque société, au-delà de sa culture, reconnaît la culture de l'autre, il y aurait maintenant un dialogue entre les cultures. Et de là, maintenant, on pourrait parler de mondialisation des cultures. De globalisation, de diversité culturelle. Effectivement. Et à part de là, maintenant, cette diversité-là ne serait pas un problème, mais ça serait une aubaine. Parce que toutes les cultures vont dialoguer et il y aura maintenant une essence culturelle. C'est-à-dire, je conserve ma culture, mais je vais prendre de la culture de l'autre quelque chose. À l'opposé de cette diversité culturelle, y aurait-il pas une universalité culturelle, philosophiquement parlant? C'est de là. À part de là, on ne devait plus maintenant parler de diversité ou de relativisme, mais on devait parler de universalité culturelle. C'est-à-dire poser la culture comme étant universelle. Et à partir de là, à partir de cette universalité-là, il n'y aura plus maintenant lieu de nier l'autre, mais il faudra maintenant d'abord partir de sa culture et ensuite s'ouvrir, comme le disait le poète Léopold Sédar Senghor, enracinement et ouverture. Oui. Et quand vous comprenez enracinement et ouverture, cela veut dire on s'enracine dans sa culture, on reste dans ses valeurs, mais aussi on s'ouvre dans les valeurs d'autrui, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait prendre à partir de là.
Tout à fait. Merci, M. Sen. Donc, on continue avec, toujours avec M. Sen pour attaquer, bien entendu, le travail et le langage. Le travail et le langage, j'ai envie de vous poser cette question-là. Est-ce que le travail et le langage seraient spécifiquement humains? Voilà, c'est d'ailleurs même ce qu'il sera question dans cette partie. Le travail et le langage, on peut dire maintenant d'ores et déjà que le travail et le langage sont spécifiquement humains. Oui. Pourquoi? Parce que le travail relève d'abord de la conscience. Si nous prenons le travail, ça relève d'abord de la conscience. C'est une activité physique, mais une activité physique qui appelle la conscience, qui appelle l'intellect, qui appelle la raison. Mais avant d'entrer de là, revenons un peu sur le travail, sur sa définition, sur son étymologie par exemple. Étymologiquement, le travail vient du latin tripalium. Tripalium qui signifie un instrument de torture, donc, dont on se servait à l'époque pour ferrer les cheveux, donc difficile à maîtriser. Oui. Et maintenant, dans son origine étymologique, ou bien dans son sens étymologique, on voit que le travail revêt d'un caractère pénible, parce que ça appelle la torture. Vous voyez, et même aussi dans la religion judéo-chrétienne, mais dans la tradition judéo-chrétienne, on voit que l'origine du travail vient après donc le péché originel. Oui. Parce que vous n'êtes pas censé savoir tout simplement que le couple originel, Adam et Ève, vivaient dans le paradis, dans le jardin d'Éden, et que Dieu leur avait interdit de toucher donc à l'arbre du fruit défendu, le pommier. Maintenant, après donc tout cela, ils ont touché à ce fruit, ils ont touché maintenant à cet arbre. Et maintenant Dieu va les châtier, Dieu va les punir. Et maintenant, après le péché, la malédiction divine a été donc formulée comme suit. Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Cela veut dire que l'homme est condamné à travailler. Mais que faut-il comprendre? À partir de là, oui, si nous rapportons le concept au sens étymologique, ou bien encore à la tradition judéo-chrétienne, on peut voir du nègre dans le travail. Mais le travail, ce qui fait sa valeur, c'est parce qu'elle permet à l'homme de développer son intelligence. C'est parce qu'elle permet à l'homme de dompter la nature, c'est parce qu'elle permet à l'homme de transformer son environnement. Parce que l'homme ne s'adapte pas à la nature, maintenant l'homme doit adapter la nature à ses besoins, l'homme doit transformer la nature pour ses exigences propres. Et à partir de là, Marx nous dit le travail est spécifiquement humain. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'animal ne travaille pas, parce que l'animal n'a pas le plan à l'avance. L'animal agit d'une manière spontanée, l'animal suit maintenant son instinct. Il dit qu'on peut parler de l'activité de l'animal, mais non pas de travail animal. Parce qu'il dit le travail suppose d'abord la conscience. Et il le dit, ce qui distingue le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, il dit c'est parce que l'architecte, lui, il a conçu maintenant la cellule dans sa tête avant de la matérialiser donc dans la ruche. Or maintenant, l'abeille, elle, ou bien maintenant l'animal, n'a pas un plan préconçu. Or maintenant, l'homme, lui, il préconçoit ce qu'il doit faire. Effectivement, et le travail a permis toute une sorte de psychologie, parce qu'on a dit que le travail mobilise la personnalité tout entière. Et maintenant, à partir de là, Marx, au-delà même, voit le travail comme étant l'être générique de l'homme. Il dit maintenant, ce qui fait l'homme, c'est le travail. Parce qu'il le dit, ce qui distingue l'homme de l'animal, ce n'est pas parce que l'homme a la raison ou que l'homme a la conscience, mais c'est parce que l'homme produit ses moyens de subsistance. Parce qu'il le dit, on peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion, par tout ce que l'on voudra, mais eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu'ils commencent à produire leurs moyens d'existence. Autrement dit, l'acte fondamental par lequel l'homme se distingue des animaux n'est rien d'autre que le travail. Donc à partir de là, on peut dire que le travail est spécifiquement humain. Et pour Hegel? Oui, Hegel également. Hegel aussi, si vous voyez très bien, lui il dit que le travail est spécifiquement humain, c'est seul l'homme qui travaille parce qu'il considère le travail comme étant l'intermédiaire entre la nature et l'esprit. Parce que Hegel dit qu'en travaillant, l'homme pourrait développer sa conscience. En travaillant, l'homme pourrait développer maintenant son esprit. Et Hegel, il nous dit quelque chose de très spécial dans le travail, parce que lui, il voit dans le travail la libération de l'homme. Et cela dans son fameux dialectique du maître et de l'esclave. Qu'est-ce que Hegel nous dit? Hegel nous dit tout simplement que dans la dialectique du maître et de l'esclave, il y avait une lutte. Maintenant, lutte au terme de laquelle le vainqueur devient le maître, et maintenant le vaincu devient l'esclave. Et maintenant, le vaincu, il avait accepté maintenant de travailler pour le maître, pour avoir maintenant la vie sauve. Maintenant, il est esclave. Il est esclave et il doit travailler. Il doit travailler pour le maître. Le maître, lui, il ne fait maintenant que jouir maintenant du produit du travail de son esclave. Maintenant, l'esclave, à un moment donné, il va maîtriser maintenant la nature. Il maîtrise les lois de la nature. Et à part de là, on dit que l'esclave se libère de la nature. Parce qu'il a maîtrisé la nature. Et en se libérant de la nature, l'esclave également se libère de son maître. Oui. Parce que son maître,
devient maintenant dépendant de lui. Ce n'est plus maintenant l'esclave qui dépend du maître, mais c'est le maître qui dépend de l'esclave. Et à partir de là, maintenant, on dit que les rôles vont s'inverser et que maintenant le maître devient l'esclave et l'esclave devient le maître. Il y a eu, à ce point de vue-là, une sorte de cataclysme, un renversement Effectivement, c'est sociétal. Il parle de Dialectique, tout à fait. Parce que par le travail, l'esclave est arrivé donc à construire un monde humain, un monde technique, monde dans lequel le maître, lui, il ne s'y reconnaît plus. Il a deux issues, soit il meurt, soit maintenant il reste entièrement dépendant de l'esclave. Et de là maintenant, l'esclave devient maître. Et le langage dans tout ça? Effectivement, le langage aussi, il faudra le comprendre comme étant spécifiquement humain, mais si nous définissons le langage comme étant tout système de signes pouvant servir de communication, là, au lieu de parler de langage animal, il faut parler de communication animale. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que le perroquet communique, par exemple. Le perroquet parle. Le perroquet ne parle pas. Ce que fait le perroquet, c'est répéter. Vous ne pouvez pas trouver le perroquet, tac, il parle. Mais c'est parce que ce moment il est en train de répéter, et ce qu'il fait n'est que du bruit. Et à partir de là, le langage, ce n'est pas seulement du bruit, le langage doit avoir une signification. Tout à fait. Or, le langage animal n'a pas de signification, c'est pourquoi on parle de communication animale. Et je vous dis encore une chose, que ce problème de langage et de signification, je peux dire que c'est actuellement la philosophie. C'est actuellement la philosophie, parce qu'on parle de philosophie analytique, de philosophie du langage. Cette philosophie du 20e ou du 21e siècle, en tout cas, tous les débats aujourd'hui s'organisent autour maintenant de la philosophie analytique. Maintenant, pourquoi le langage est spécifiquement humain? Le langage également suppose la pensée. Parce que comme le dit Hegel, qui pense parle, qui ne pense pas ne parle pas. Et à partir de ce moment, nous pouvons dire, puisque l'animal est dépourvu de pensée, puisque l'animal est dépourvu de raison, donc l'animal ne parle pas. C'est seul maintenant l'homme qui parle, et le langage, tout comme le travail, est l'apanage exclusif de l'homme. Et pour cela, bien entendu, il y a différents langages. Pouvez-vous revenir sur ça, les langages gestuels, etc., etc.? Oui, langage, parce que quand nous partons du concept comme étant tout ce système de signes pouvant servir de communication, de là on peut parler de langage gestuel, ce langage-là qui ne nécessite pas tout simplement un son, de là il peut y avoir un langage visuel, voilà, mais il peut y avoir aussi un langage sonore, par exemple quand vous entendez des sons, quand vous émettez des sons. Et cela maintenant qui pousse maintenant certainement à dire qu'il y a un langage animal. Mais toujours est-il que retenons qu'au lieu de parler de langage animal, il faut parler de communication animale. Pourquoi? Parce que le langage est d'abord une affaire de pensée. Le couple langage-parole, bien entendu. Oui, là aussi il peut y avoir un petit problème. Oui, langage c'est parole, parole c'est langage. Mais parfois il peut y avoir un problème. Où se situe maintenant le problème? Parfois nous pouvons maintenant avoir une idée, mais on n'aura pas les mots pour les exprimer. Parce que le langage est l'expression verbale de la pensée. Maintenant, comment se fait-il que nous pouvons avoir des idées et n'ayant pas les mots pour les exprimer? Cela c'est quoi? Cela traduit maintenant l'idée qu'on appelle que le langage serait maintenant incapable. C'est-à-dire le langage n'est pas toujours, c'est-à-dire le langage ne permet n'a pas les aptitudes. Effectivement, parfois il peut avoir un problème. Parfois maintenant nous pouvons avoir des idées et n'ayant pas les mots pour les exprimer. Parce que le langage peut même trahir la pensée. Il faudrait comprendre que le langage pourrait même trahir la pensée. C'est pourquoi on dit avant de parler, il faut remuer cette fois-là la langue. Parce que parfois on peut dire A et on dit non, je ne voulais pas dire A, je voulais dire B. Vous comprenez? Et à partir de là, on vous dit que le langage nous a trahis. Mais est-ce que le langage peut nous trahir? Il y aura maintenant d'autres penseurs qui vont dire que tout ce qu'on pense, on peut le dire. Parce que toute pensée qui ne trouve pas son mot, c'est une pensée qui est en état de fermentation. Donc il faut la laisser mûrir. Et c'est pourquoi Nicolas Boileau nous dit, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Pour dire que tout ce qui a été bien conçu, on peut le dire. Donc le langage peut traduire en quelque sorte nos expressions, la pensée. Et le silence pour terminer? Oui, parfois aussi on nous dit que le silence est parlant, parce que le maître, celui-là qu'on appelle le maître de la parole, il n'est pas seulement maître de la parole, mais aussi il doit être maître du silence. C'est-à-dire, il doit aussi savoir écouter, et parfois même on dit que le silence, ça dit beaucoup de choses, et le silence ne trahit jamais. L'ineffable? Oui, l'ineffable, c'est quand par exemple, on a du mal à exprimer ce que nous ressentons. C'est quand par exemple les mots vraiment nous manquent pour exprimer ce que nous ressentons. C'est de là maintenant qu'on trouve les limites du langage. L'ineffable
par exemple, on est heureux, on est joyeux, mais on a du mal à exprimer ce qu'on ressent. Je vais m'amuser de cet ineffable pour dire à combien nous étions aujourd'hui très honorés d'accueillir Mamadou Boury Sène. Je rappelle que vous êtes étudiant en Master 1. Boury, merci. Oui, merci beaucoup, cher Tidiane. Et votre dernier mot? Voilà, merci beaucoup, cher Tidiane, pour l'invitation qui m'a été faite. Merci également à la team Jeunesse Consciente et merci également à la chaîne Xeweul Gui TV. Mais avant de fermer, avant de terminer, j'aimerais simplement donc souligner quelque chose que vraiment on était en train maintenant de voir ou bien d'analyser ou bien de revoir un peu ce cours-là portant sur nature et culture. Mais comme on l'a dit dès l'entame, on ne prétend point enseigner, c'est simplement dans une logique descente. Mais j'aimerais vraiment donc féliciter ou encore saluer de passage mon enseignant, mon maître de philosophie qui m'avait en terminale, M. Biranba, qui est ici professeur au lycée de Modiakouba, donc au département de Nioro. Mais aussi je salue également M. Ngom. Moi j'en profite également pour saluer M. Gueye, qui était mon professeur également de philosophie. Bonjour monsieur. Et maintenant pour terminer, je vais vous dire que les élèves et autres, donc excusez-moi d'avoir abusé de votre précieux temps et de votre passion, car c'est Hegel qui disait « Rien de plus grand ne saurait se faire sans passion ». Or, pour moi, la philosophie est une passion avant d'être une profession. Je vous remercie. Oui, la philosophie est une passion pour lui. Vous le connaissez, c'est Mamadou Boury Sène qui était aujourd'hui notre invité sur Réussir son bac. On vous donne rendez-vous la prochaine fois. Portez-vous bien et abonnez-vous surtout sur Xeweul Gui TV. À la prochaine.